Laurent a mis un vieux polo à son père qui lui va très bien. Bon, enfin, mais tout à fait. Je l'ai ramené de New York. C'est la première fois que je vois les bras nus. Bah, d'abord parce qu'à New York, il faisait beau. T'as pas peur de prendre froid au biche avec les bras nus? C'est l'été qui approche. C'est pas l'été. Merde, je l'ai acheté chez Banana République. Banana République. J'allais chez Banana République en 48 avec Sugar et Robinson et Marcel Fernand. On allait, on achetait des trucs, on achetait surtout des culottes vintage. Mais toi, t'es entièrement vintage. Toi. Vintage, alors, Christine. Tu sais que ça vient de 20 ans d'âge, vintage. C'est le même mot. C'est le même mot. Ah oui, j'ai même pas pensé. C'est marrant. Donc si tu veux, oui, parce que je comprends. Pourquoi t'as pas demandé 2 fois 20 ans d'âge? C'est ton truc. Parce que j'ai 2 fois 20 ans d'âge. Pourquoi tu t'habilles comme une gamine comme ça? Mais parce que c'est la mode. Mais ça, c'est la mode de quelle équipe, de quelle époque? Mais je ne sais pas. En tout cas. Ça, je peux vous dire, c'est une équipe brésilienne, rouge et jaune, et qui était la plus connue de Rio, qui s'appelait le Santos. Non, je sais pas comment ça s'appelle. Flamengo. Flamengo. Bonne question. Parce que j'ai joué dans l'équipe de Flamengo. J'ai joué avant-centre dans cette équipe. Il y avait un petit mec qui était là, il disait, ça fait rien. T'as beau être très coloré, tu seras quand même une vedette. Pelé, il s'appelait Pelé. Ah oui, il s'appelait Pelé. Et il me disait, Pierrot, tu crois qu'un jour j'aurai ton shoot? J'ai dit, Ce que je me demande, mon petit gars. Mais il est revenu dans une forme, notre mais Bénichou. ce qui est extraordinaire, c'est taisez-vous. imaginez Vous pensiez avoir la parole aujourd'hui, c'est foutu. Imaginez tout ce qu'on aurait pu dire dans le temps où tu parles, Pierre. C'est incroyable le temps qu'on aurait pu avoir si tu n'étais pas là. Pardon? Les commentaires formidables qu'on aurait pu faire. Non, des commentaires formidables. Je vous signale que Claude Sarraute est toujours vivante. Je dis. Bonjour Claude. Claude Sarraute, que j'ai vu hier soir, dans une émission à la télévision, où elle était absolument formidable, d'une beauté, avec un casque de cheveux blancs. On aurait cru Jospin. Un sourire charmant. Toujours, je ne sais pas qui fait cette émission, parce que moi je suis pas le genre à faire de la lèche. Non. Mais le type qui fait cette émission, il ira loin, il peut même faire de la radio. Alors, moi, c'est une émission où on ne m'invite jamais. Ah, je ne sais pas pourquoi. Vous êtes invité à venir d'ici à la fin de la saison, vous le savez, Pierrot. Vous êtes gentil, vous croyez? Elle aime bien se faire prier. Elle est comme ça de petite, hein. Oh, je me souviens, j'étais à l'école de filles encore, et on me disait, tu viens à la boum? Et je disais, zut! Et puis j'en crevais d'envie. Je serais morte plutôt que de le dire. On parlait des cheveux blancs de Claude Sarraute. Et bien hier soir, quelqu'un avait les cheveux plus blancs que blancs. Oui. C'est le Premier ministre Lionel Jospin. Il avait fait sa couleur. Hein, Ah oui, vraiment, il était bien. Hein. Vous l'avez regardé? Ah oui, j'ai regardé complètement. Oui. Physiquement, très bien. Il avait l'air en pleine forme. Mais en dehors de physiquement. Bah, il n'a pas dit grand-chose. Hein. Non. Ça fait... Ben Guigui, allez-y. Non, je voulais dire que moi je trouve qu'il a dit beaucoup de choses. D'abord parce que c'était une émission incroyable. C'était entre le grand oral de l'ENA et Question pour un champion. Il a été bombardé pendant 3 quarts d'heure. Excusez-moi, il sonne jamais et... L'alarme de Claude Sarraute s'est déclenchée. C'est une alarme, c'est pas son téléphone, Claude Sarraute. Quand sa tension baisse un peu, ça sonne. Ah oui. Mais oui. Non, c'est Lionel Jospin. Son pacemaker. Voilà. Ah ben voilà un réparateur de Sarraute. Oui. Voilà, continuez Ben Guigui. Non, je veux dire, c'est vrai que c'était comme une émission de jeu. C'était 3 quarts d'heure de questions à G ininterrompues. Oui. Et il a répondu. Je veux dire, il aurait, à qui veut gagner des millions, il aurait gagné la cagnotte totale. Il a répondu à tout, à une vitesse incroyable et avec une grande clarté d'esprit. Là-dessus, sur le fond. Tu voulais pas qu'il dise, je sais pas. Mais il faut répondre. Bah, c'est son métier. Il y en a qui le font moins bien. Ah, écoute, non, il était. Moi, je crois que ce qu'on voulait voir, c'est s'il était en forme, s'il n'était pas trop nerveux après tout ce qui est arrivé. C'est l'épisode de l'avion. Tellement extravagant. L'histoire de l'avion. L'histoire de l'avion. Madame Chirac, répondez. Non, mais je veux bien qu'on soit dans l'opposition, quoi qu'il arrive. Ah non, mais pas du je veux bien qu'on dise, quoi qu'il arrive, on dit De Gaulle, il s'est conduit comme un pleutre en 40. Ou qu'on dise Staline, il était bien, mais il manquait un peu d'autorité. Hitler, il était trop sensible. Je veux bien qu'on dise ça. Tu me les brises. En quoi? Pardon? Tu me les brises avec ton politique. Je te méprise, moi? Tu me les brises. Je te méprise, moi?
Tous les brises. Oui, tu mets Mais les lesquels? Non, chérie. Écoute-moi, Vraiment, il écoute-moi, était bien, tu sais très bien que j'adore Jospin, que je ne cesse de tresser ses louanges. Je trouve qu'hier, il a été très sage, très raisonnable. Il n'a pas abandonné son programme. D'ailleurs, il pouvait pas à cause de l'Europe et tout. Il n'a pas cédé à sa gauche plurielle. Il a été très bien. Mais enfin, on peut pas dire que c'était galvanisant. Derek, peut-être avant de donner la parole à Gérard Miller. Eh bien, je me bornerai à faire 2 observations. Alors, la première, ce qui est bizarre, vous savez, le fond, moi, ça se passait sur un fond, vous voyez, que des bagnoles, Ouais. des bus. Exact. Je savais pas où on était. C'est pour montrer qu'il n'y a pas de grève. Ah, voilà. Non, moi, ce qui m'a surpris, c'est quand même, c'est le seul mec qui sait pas, quand même, qui va se présenter aux élections. Ah oui. Alors, il faut lui dire, parce qu'il risque de faire des conneries. Oui. Par exemple, de prendre une décision. Oui, parce que si tu sais que tu vas pas te présenter, tu dis je vais prendre n'importe quelle décision, je m'en branle. Mais si tu sais après que tu vas te présenter, tu dis je vais pas prendre une décision, si ça se trouve, après, je vais être obligé de me la coltiner pendant 7 ans, et je vais pas pouvoir dire que c'est mon prédécesseur, parce que le prédécesseur c'était moi. Donc il faut quand même le Ça, prédire. c'est frappant comme les gens sont convaincus absolument je que ne tout suis pas homme, les gens, s'il te tout plaît. homme politique, quand il est député, veut être ministre. Quand il est ministre, il veut être président. Moi, je suis alors beaucoup plus radical que la presse. Je crois absolument que cet homme hésite absolument à devenir président. Je crois quelque chose qu'on n'a jamais compris à la psychologie de Jospin, c'est qu'il aurait parfaitement pu ne pas être Premier ministre, qu'il y a eu des tas de moments dans sa vie où il a dit non. Si on regarde sa vie, depuis le moment où il a quitté même la fonction publique, c'est un type qui n'a pas cessé de dire non. Et je crois que vraiment, là, à mon avis, c'est pas seulement faire monter le désir ou la pression, je crois qu'il hésite vraiment à devenir président. Moi, non, mais les gens j'en ne le croient pas, les gens sont tellement convaincus qu'il n'y a rien de plus enviable que la position de président de la République. Un truc qui contredit votre thèse, mon cher Gérard Miller, c'est que Lionel Jospin a bataillé, a tout fait pour qu'il y ait l'inversion du calendrier, pour que les législatives passent après la présidentielle. Alors s'il fait tout ça, puis finalement il se présente pas, c'est quand même gonflé. Au cas où, hein. On peut faire ça pour les autres. Pour les autres, oui, tu parles. Je crois que Gérard Miller n'est pas démenti par cela. Je crois qu'il est démenti par l'histoire. Il n'y a jamais un mec qui ne veut pas aller au plus haut. À part Delors, me direz-vous. Voilà, à part Delors, par exemple, et à part quelques autres. Bon, hier, il a manifesté en tout cas qu'il attendait le désir Oui. des autres pour Exactement, pour y aller. il l'a dit. Ouais. Il s'est séguinisé, moi j'ai dit ce matin. C'est un peu Oui, ça. C'est oui, genre, c'est ça. je fais ma chochotte. Il est là en disant. Il s'est même bénichouisé, je dirais. Oui. Non, il est ambitieux, mais pas à ce point-là. C'est emmerdant s'il s'est bénéchouisé parce qu'il peut arriver au Conseil des ministres le mardi, par exemple. Christine, est-ce que vous l'avez regardé Est-ce que vous avez regardé le Premier ministre? Est-ce Ouais, que ouais. vous avez enlevé vos lunettes de soleil hier pour Non, regarder mais je suis d'accord avec Coco, moi. Je suis totalement d'accord. Coco oui, je l'appelle Coco, oui. Claude Coco, ouais. C'est bizarre, ça, mais il faudrait savoir. Elle apporte un lexique, Greta Garbo. Alors, elle met des lunettes de soleil. Je connais rien de plus mal élevé au monde que les gens qui, au lieu de vous regarder, mettent des lunettes de soleil. C'est parce qu'elle non, mais louche. je trouve ça. Alors, Par si contre, je en peux vous plus, dire. on a le maillot que j'ai porté quand j'ai joué au Flamingo, car c'est Oui, mon alors. maillot. Mesrahi. Ouais, Dans un film avec Jacques Dutronc, il dit mais pourquoi t'as les lunettes de soleil? Il y a pas de soleil. Il dit ouais, mais pas de soleil, mais il y a ta gueule. C'est ce que Pierre voulait dire en fait. C'est ça. Non, Rappelez-moi la Ah question. non, vous ne m'avez jamais entendu parler comme ça à une femme, moi. Vous savez pourquoi? Parce que vous avez aucune chance. Alors forcément, vous leur dites, tandis que moi je plais. Alors donc, je ne veux pas m'en faire des ennemis. Alors Christine Est-ce que Jospin. Maurice Sardonic est bien passé à la technique? Ouais, mais est-ce que les mecs qui fument dans les lieux publics, c'est pas d'une Il grossièreté t'emmerde. folle? Ouais, eh ben, Il t'emmerde. c'est d'une grossièreté bien plus incroyable que les lunettes noires. Viens dans mon camion, tu verras si j'ai pas le droit de fumer. Christine. Pauvre mec, là. Christine. J'ai pas vu Jospin. En tout cas, vous l'avez certainement vu pendant 43 minutes répondre aux questions d'Olivier Mazerolle, Françoise, c'est Françoise ou Dominique Laborde. Françoise Laborde. Françoise, je la confonds avec sa sœur de la météo. Catherine. Et Gérard Leclerc, on le sait, boycotté, puisqu'on parle du boycott de Danone, boycotté qui était Claude Sérillon. Hein. Oui. Manifestement, Monsieur Jospin ne veut pas répondre aux questions de Bah Claude oui, parce qu'elles Sérillon. sont très agressives. Ah, vous croyez? Ah oui, ça c'est riant, il est incroyable comme intervieweur. Ah oui. Mais c'est drôle le nouveau qu'ils ont à France 2 là. Comment il s'appelle? Mazerolle. Olivier Mazerolle. Mazerolle. Il paraît que c'est le chef. Moi je trouve qu'il est très bas de gamme, non? Non, parce que d'habitude les chefs c'est un peu mieux que les employés. Eh ben, on a l'impression qu'ils ont pris un mec dans la rue pour faire genre Ah un non, camionneur non, un peu bourré de Non, français pas du qui dit, tout. alors, qu'est-ce que vous pensez? Oh là là, mon Dieu, c'est dingue. C'est vrai. Bah, il enfin, vient d'RTL. Hein. Ah ouais.
Non, mais Mazerol, c'est la première fois qu'on le voyait à la télévision. Et c'est un homme de radio, donc il s'habille pas pour la radio quand on traverse les couloirs. Regarde Christine Bravo, regarde. On n'est pas habillé quand on est à la radio. Il était tous les dimanches à LCI avec Le Monde, RTL Le Oui, Monde. mais LCI, Quoi, pas une LCI. grande chaîne comme Mais France c'était un Télévisions. très bon intervieweur. Mais c'est un très bon intervieweur. Mais c'est vrai qu'il faisait Mais on connaît un peu bien sa gueule. journaliste renvoyé de la télévision de Moscou, là. Vous avez trouvé comment, vous, les journalistes? J'en ai eu très bon. Moi, je les trouve toujours très bons parce que c'est très très difficile. Ça m'est arrivé de le faire. Dès qu'on interviewe quelqu'un de très important comme ça, c'est vrai que sans faire dans son froc, comme dirait Miller, par exemple, je pense que c'est toi qui as commencé à me chercher. Tu m'as dit que j'avais l'air d'une fille avec mon polo. Ah non, c'est moi qui ai dit ça. Regarde Merci, les tout filles. ce lèche-cul qu'on perd de pas de plus être invité. Il est très très bien ton polo. Mais aller à New York pour acheter un polo qu'on peut avoir à la Redoute, je trouve ça absolument invraisemblable. Mais oui, C'est vrai, mon père avait les mêmes. Mais oui, c'est vrai. Mais ça lui donne un petit air Il a dû gamin. payer ça la peau des fesses. Je le connais. Non. Non, il fait court. Ils sont très raisonnables chez Banana République. Il a raison, en plus. Ils sont raisonnables, c'est fou. Moi, j'ai acheté surtout des trucs en lin. Ah, j'adore ça. Banana République. Et en plus, c'est ce que ça veut dire, Banana République. Ça veut dire un régime dictatorial. C'est tellement amusant, non? Il est très blanc, en tout cas, très très blanc. J'ai donné ce matin une petite info, un petit scoop que quelqu'un m'a refilé à la rédac, je dois dire. Il paraît qu'à l'Élysée, on l'appelle le coton-tige. Oui, c'est marrant ça. Ah, c'est délicat. À cause de quoi? Il y a une sorte de tige et tout blanc au-dessus. C'est vrai que quand on le regarde, il y a un petit côté coton-tige. Eh bien, moi, je vais vous dire, je le trouve très beau. Il y a des jolis cotons-tiges. Il est bel homme, il a une belle démarche, il est bien, il a l'air sincère. Moi, je le trouve bien. Claude, Mais moi dommage aussi. qu'il soit communiste, hein. Oh, ça va. Il cache bien son jeu, ce rouge. C'est rigolo le coton-tige. C'est Chirac, il paraît, qui a trouvé ce nom-là. Ah, c'est marrant, ouais. Non dès qu'on parle plus de mon polo, vous n'êtes pas rigolo. Hein. Allez, on se retrouve après la pub et on abordera un autre sujet tout de suite. On va se gêner jusqu'à 18h, toujours avec Christine Bravo, Claude Sarraute, Pierre Bénichou, Gérard Miller, Jean-François Derek, Raphaël Mesrahi et Jean Benguigui. Et au téléphone, un peu de sérieux s'il vous plaît, car au téléphone nous avons le lieutenant-colonel Bilan, commandant remplaçant. Quoi Bilan, il s'appelle c'est monsieur Bilan, lieutenant-colonel, bonjour. Bonjour. Bonjour lieutenant-colonel, vous êtes commandant remplaçant de l'école d'infanterie des troupes légères près de Fribourg. Vous êtes actuellement en exercice en Suisse. Oui, tout à fait. Alors si je vous appelle, c'est parce qu'on nous raconte dans France Soir ce matin que l'armée suisse ne veut plus pédaler. Le seul régiment cycliste existant encore au monde s'apprête à disparaître. Alors d'abord c'est une information, moi je savais pas qu'il y avait des militaires à vélo, et c'était le cas encore en Suisse. C'est combien ? Oui, alors effectivement, c'est bien le cas. Nous en avons, mais pas seulement un seul régiment, mais c'est 3 régiments que nous avons en Suisse. 3 régiments Forcément, s'il y en a Oui, qu'un. 3 régiments complets de cyclistes. de cyclistes. Alors, avec les montées qu'il y a, les montagnes, ça doit être vraiment dur hein, en Suisse. Ah oui, ben écoutez, c'est justement une norme qui est faite pour le terrain de chez nous. Mais sauf que là, on nous annonce quand même que les derniers de ces 3000 soldats à bicyclette vont disparaître, vont être remplacés. C'est bien ça ? Alors Affirmatif. écoutez, c'est un projet dans la réorganisation de l'armée 21. Le nouveau plan directeur est actuellement en consultation chez nous. Oui. Et puis, il est question d'effectivement les supprimer. Pourquoi des militaires à bicyclette d'abord ? À quoi ça peut servir un militaire à bicyclette ? Et un militaire, en Suisse. Mesrahi. Non mais franchement, nous on n'en a pas en France et dans les autres pays, il n'y a pas de militaires à vélo. Bien non, mais bien chez nous, nous avons un petit territoire, c'est clair. Et les militaires à bicyclette dans le terrain très accidenté que nous avons chez nous sont particulièrement mobiles, Oui. sont particulièrement rapides. Oui. Et jusqu'à présent, on montré une efficacité remarquable dans le cadre du soutien des formations blindées sur notre... Mais c'est vrai que ça fait, c'est vrai que ça fout les moi, je serais pépettes. dans un blindé, je sais qu'il y a des vélos derrière, je suis peinard. Hein. Je dis, c'est bon, on y va à la guerre. Hein. Mon colonel, Pierre Bénichou. caporal-chef Bénichou, est-ce que je peux vous poser 2 questions? Oui, allez-y. La première, c'est comment savez-vous que vous êtes très très opérationnel, étant donné qu'il est très rare que la Suisse soit au cœur d'un combat. Donc c'est plutôt dans les manœuvres que vous avez vu cela. Oui, tout à fait. Bien. Tout Seconde à fait. question. Est-il vrai
comme me le dit un copain qui va très souvent en vacances à Villars-sur-Olon, dans le Valais, et qui me dit que l'armée suisse est comme la partie apparente de l'iceberg, car la plupart des soldats de cette armée, la plupart des forces armées sont souterraines. En fait, les vélos sont sur le toit de la voiture. Et sont secrètes. C'est une des armées qui est les plus secrètes du monde. Est-ce que cela est vrai? Non, ce n'est plus tout à fait vrai. Il y a eu une époque où une grande partie de l'armée était enterrée selon d'anciennes conceptions, mais je crois qu'actuellement l'ensemble de notre armée est connu. Est-ce que vous avez prévu n'est pas secret. Et c'est terminé quand même, monsieur. Bien sûr. Si l'armée est enterrée, bon, c'est bien, mais est-ce que vous avez prévu des trappes pour la faire sortir en cas de guerre? Parce que sinon, une armée uniquement enterrée, c'est difficilement opérationnel. Je suis Jean-François Derek, réformé psychiatrique. Non, moi je reviens au vélo parce que c'est ça qui nous il y a un article dans François aujourd'hui, c'est le correspondant du journal à Genève, Pierre Ziraga, qui nous explique quand même que les vélos de l'armée suisse sont à 7 vitesses avec des freins hydrauliques, que le soldat pouvait y caler, non mais c'est incroyable, le soldat pouvait y caler son fusil mitrailleur et même un canon anti-tank. Bien sûr, ça coûte un prix fou ces vélos. C'est nous qui payons tout ça sur nos Cosagio des comptes. Oh merde, c'est nous. Oui, bien sûr, ils sont à cette vitesse. Et ils ont effectivement des freins hydrauliques. D'autre part, le soldat cycliste emporte avec lui son armement. Les mitrailleuses, pas de canon, non. Ah, il n'y a pas de canon anti-tank. À l'arrière, mais une arme anti-char légère. Ces vélos sont équipés de manière à pouvoir transporter ces armes légères. Mais ce qui est amusant, c'est que les abrutis qui sont autour de moi se moquent de votre armée, mais vous savez parfaitement. Voilà, vous avez remarqué ça. Mais ils ne savent pas, par exemple. La bonne humeur a l'air de régner chez vous. Mais pas la bonne humeur règne chez nous. Mais ils ne savent pas, par exemple, que lorsque les Vietnamiens, pendant la guerre du Vietnam, se battaient contre les Américains, quand on sait à quel point ils étaient bien équipés, une des raisons de leur succès, une des raisons techniques, c'est que notamment les Vietnamiens transportaient beaucoup de leurs armes à vélo. C'était tout à fait, bien sûr. Mais c'est pas comparable comme situation, Gérard. D'accord, mais le vélo a été une arme de guerre dans une guerre populaire. Pendant la résistance aussi, on passait le courrier à vélo en France. Ils montent aussi. Il est toujours les chemins. À bicyclette, c'était ça. La photo que vous avez devant les yeux là, ce matin, qui nous représente des bidasses à bicyclette, qui pèsent, paraît-il, 90 kilos chaque bicyclette, c'est vrai? Avec un barda énorme accroché et à l'avant et à l'arrière. L'équipement, oui, ça avoisine environ les 80 kilos. Ah, ma question, c'est est-ce qu'il y a du dopage dans l'armée? Oui. Non, il n'y a pas de dopage. Du chocolat. Il y a quand même un peu de crème de gruyère, une fois, non? À part le chocolat, effectivement, le fromage, mais il n'y a pas de dopage sans ça. Et vous n'avez pas pensé que si on mettait un petit moteur sur ces vélos, ça serait plus pratique, non? Ce serait sans doute beaucoup plus pratique, certainement un petit peu moins fatigant. Néanmoins, tout de suite, on amène une certaine logistique. Et je crois que c'est l'avantage du cyclisme, c'est qu'il n'a pas besoin de logistique. Et je me suis laissé dire que l'armée du Liechtenstein prépare donc des régiments à trottinette. Est-ce que ça vous fait peur? Lieutenant-colonel, il paraît que... On ne dit pas lieutenant-colonel, on dit mon colonel. Quand il y a un caporal, on dit caporal-chef. Quand il y a un aspirant, on dit mon lieutenant. N'est-ce pas qu'on donne toujours le grade supérieur? Oh, écoutez, ça arrive. Ça, c'est chez nous. Ça arrive. On dit toujours. Mon lieutenant-colonel, alors. Non, mon colonel. Mon colonel. Oh. Et Bilan, là. Monsieur Bilan. Je peux vous appeler Monsieur Bilan? Oui, tout à fait. Oui, bah voyez, hein, Pierrot, ça a changé l'armée, c'est plus comme à votre époque. Hein. Alors, Monsieur Bilan, vous êtes en exercice là près de Fribourg. Ça veut dire quoi un exercice? Vous faites quoi en ce moment? Alors, ça veut dire que nous avons donc une école de recrues qui est composée de cyclistes, de fusiliers, de lance-mines. Et nous avons quitté maintenant la caserne pour une semaine pour effectuer un exercice d'endurance qui doit nous amener dans les montagnes afin d'effectuer des exercices de tir. Incroyable, hein. Et tout ça à bicyclette. Et là, une armée de fusiliers, ça doit pas être très... Ce soir, la compagnie cycliste, qui fait partie de l'école, va effectuer un déplacement de 200 km en une seule fois. Incroyable. Ah oui, bah c'est Paris. Est-ce qu'il y a une caravane publicitaire, monsieur, avec la truc? Bonjour, monsieur. Alors, vous avez beaucoup de mémoire, je crois. Vous vous souvenez de l'émission Les 4 amis? Parce que il y avait Pousse Moussu, Belle Belle, Tout Cancan, et l'autre, le 4e ami, je me souviens plus qui c'est. Vous vous souvenez? Non. Voilà. C'était votre question, ça. Bah oui. C'est ma guerre à moi.
Ok, eh ben écoutez, voilà. On le dit à l'armée suisse, on en a quelques-uns en réserve. Hein. Alors, enfin, je vois que Mesrahi, tu ferais pas le malin si t'avais le général Pinochet au téléphone, hein, mais un lieutenant-colonel suisse, Aussi là, au du téléphone crâne. aussi, je peux me marrer au téléphone avec lui. Mon colonel, je vous remercie pour vos réponses à nos questions. Eh bien, merci. C'était avec plaisir. Et bonne balade à bicyclette. Et bonne fin d'émission, toujours dans la même ambiance, je vous le souhaite. Mais vous aussi. Merci, colonel. Mon colonel. Notre colonel. On peut l'applaudir. Non, mais franchement, c'est un petit sujet qui... Non, mais bien sûr que c'est intéressant. Oui. Il faut toujours se dire, quand une information semble nouvelle, il faut dire, si personne ne la connaît, c'est peut-être que ça intéresse personne. Par exemple, tu me dirais, l'armée française. Debout quand je dis armée française. Mais je suis debout, Pierre. Tu me l'as ôté, ça. Ben, peut-être un sujet qui vous intéressera. Alors, c'est le mariage de David Douillet. Je sais pas, moi, j'étais pas là ce week-end. C'est vrai, c'était bien. Ah, c'était vraiment bien. Vous y étiez, vous? Non, je c'est suis pas karaté, c'est judo. Alors, c'était comment? Ah non, c'était fantastique. C'était une jeune mariée en blanc qui avait un énorme nounours avec elle, qui était très gentil. Il y avait le président de la République, il y avait Bernadette, il y Un avait... président, alors, qui représentait sous la plume de Pétillon dans le Canard enchaîné le président Chirac au mariage, et dit, je ne suis pas témoin. Oh, c'est mignon. C'est marrant, c'est Pétillon. très drôle. Très rigolo. Alors, il y avait du monde? Bah, moi, je sais pas, j'ai vu un peu à la télévision, il y avait du monde, oui. Il y a eu des services d'ordre et tout ça, parce qu'il y avait des gens très importants. Il y avait Claude, vous avez dû suivre ça? Mais non, j'étais pas en France. Vous non plus? Mais non, j'étais En à Suisse Berlin. À Berlin. Il neigeait. À Berlin, À avec Berlin. Daniel Darieux et tout le monde. C'est pour ça que t'as une perruque aujourd'hui. C'est On lui a rasé la Ils sont tête. cons de tondre comme ça pour un oui, pour un non. On peut aller à Berlin en ce moment. Tu veux dire Il y a que des tu n'y es promos, jamais quoi. allé, toi? Si, j'étais à Vitry-la-Rochelle, j'étais avec Brasilia. Chardonne. J'ai fait plusieurs voyages Et on là-bas. fait l'Europe, alors c'est vraiment à désespérer. Eh ben oui, Ouais, mais c'est vrai, c'est moi je voulais vrai. la faire avant les autres. Et ces salopards de FFI. Gérard, Non, faites mais ce que quelque j'aime chose. bien, c'est qu'il y a un grand nombre de références de Pierre que personne ne doit connaître. Le départ de Daniel Darieux à Berlin, excuse-moi, mais combien de personnes savent? Ah, ça, les jeunes qui mettent des polos comme moi, et qui s'habillent chez Berlin République, qui écoutent Dino, et qui ont des polos vintage, c'est sûr que Daniel Darieux à Expliquer Berlin, une mais fois il pour joue. toutes aux auditeurs que l'immense majorité des références de Pierre, c'est la collaboration avec l'Allemagne nazie. Grosso modo, 1940, 1943, car c'est vrai qu'à partir de 43, tu as commencé à vaciller. Ah bah j'étais avec De Gaulle là, en 43. Fin 43. Tu es carrément résistant avec Papon. Donc, Ah mais oui. toutes Ah, ces non. références sont dans cette période-là, quoi. Ah, avant 40, c'était une période dégueulasse. Mais on a bien mangé. Hein. Vous y étiez, vous, au mariage de Douillet? Non. Mais non, vous j'ai avez eu- vu ça? Ouais, un petit peu. J'ai eu au téléphone une semaine avant. Ah oui? Ouais, pour lui faire, pour le féliciter, quoi. Ah ouais, vous l'avez félicité? Ouais. c'était C'est un très bien. gentil garçon, Ah, c'est un hein. amour Ah, de mec, c'est vraiment. formidable. Sa femme est formidable. Il y a beaucoup d'enfants et c'est une très belle famille. Voilà. Quand il s'est marié, il avait déjà des enfants. Ouais. Il y en a 5. Non. Mais il y avait du monde. Il au s'est mariage, marié, il hein. avait 5 enfants. Enfin, il a raison, il est tellement costaud, je veux pas dire des trucs. Vous avez raison, monsieur. Très bien. C'est mec, hein, David, hein, vraiment. Ah, mais il y avait du monde Ah, il y a au du mariage, monde, hein. Il y a un tatami, hein, il paraît. Christine, vous étiez, vous? Non, moi je ris, moi. Ah oui. Aujourd'hui, mon boulot, c'est de rire. Oui. Donc, voilà. Donc attendez, j'appelle la comptabilité tout de suite. Vous allez moins rire. Il y a un moment clinique, Laurent, je pense que c'est important pour les jeunes psychiatres, les jeunes psychologues qui nous entendent, c'est ce qui se passe avec Christine Bravo. Il y a un phénomène que nous connaissons dans la clinique qu'on appelle l'hystérisation. Approchez-vous, Christine. Essayez de nous expliquer ce que vous ressentez. Chaque mot prononcé, drôle ou pas drôle, vous fait rire. Regardez bien le phénomène. Si je dis par exemple le mot aussi simple que journal en papier, ça la fait rire. Si je dis par exemple inondation dans la Somme, elle rit également. Alors est-ce qu'il y a des mots que vous voulez lancer? Vous allez voir le phénomène de l'hystérisation. Si on dit par exemple, ton Attendez, mari, j'ai peut-être un truc pour la calmer. Tina Keffer. Même ça marche. Tiens, j'ai une phrase. Ton mari est avec une blonde hier. Ça marche moins. Et l'audimat de cette semaine. Allez, on se retrouve après le flash de 17h. On va se gêner jusqu'à 18h, toujours avec Christine Bravo, Claude Sarraute, Gérard Miller, Pierre Bénichou, Raphaël Mesrahi et Jean Benguigui.
Tout le monde est là pour continuer à commenter l'actualité. Oh, un truc amusant dans le Canard enchaîné, on nous raconte comment était finalement l'appartement des Tibéri, le fameux 1300 mètres carrés dont Monsieur Delanoë a quelque part hérité suite à son élection à la mairie, même s'il n'y vivra pas dans ce 1300 mètres carrés. Mais le plus grand logement de fonction de Paris n'abritait pas que des salons dorés, nous dit le Canard. Non, loin de là, des couches de crasse, un joli tas de détritus, des bataillons de rats et de rongeurs ont été trouvés dans l'appartement des Tibéri. Mais oui. C'est pas vrai. Si. Mais oui. Oh, mais les rats, c'est pas son problème. Parce qu'il économisait sur les femmes de ménage et qui voulait pas faire dépenser de l'argent aux Parisiens. Exactement. Et moi, je trouve qu'on a injustement accusé ce type. On comprend que sa femme ait fait des travaux extérieurs pour pouvoir nettoyer l'appartement, tout ça, ses rapports. Sa femme a fait des travaux extérieurs. Elle a fait des travaux extérieurs. Physiquement ? Non, des petits rapports, des choses comme ça qu'elle a été payée, tout ça, pour pouvoir entretenir cet appartement. Donc, une fois de plus, on a injustement accusé Tibéri, qui n'a pas dépensé un rond pour cet appartement. 1300 mètres carrés, moi j'ai 13 mètres carrés, on est 8. Chers auditeurs, si vous pouvez faire quelque chose. Ah, mais là, j'ai le descriptif. Le descriptif, quand même, est terrible. Alors, enfilade de pièces abandonnées aux rongeurs et aux gravats, salon poussiéreux meublé en toc, vieux bouquets de fleurs croupissant dans leur vase, cuisine suintant la crasse. Mais non, ils l'ont fait exprès avant de partir. T'as rien compris, ils l'ont fait exprès pour pourrir Ils disent dans le Canard que toute une partie de l'appartement a été laissée à l'abandon, des détritus divers jonchaient le sol, dans des salles de bain crasseuses, le revêtement de sol a été arraché, tout comme le tissu qui couvrait jadis les murs de certaines chambres. Dans des endroits stratégiques, des soucoupes pleines de gras empoisonnés attendent les convives. D'autres sont vides. Bah oui, de la mortora, il y a de la mortora dans... La mortora. La mortora, tu dis toi? T'as un problème. Moi, je connaissais Raymond Mortora avec qui j'étais à l'école. Mais là, on dit de la mortora, d'ailleurs, dans la chanson de Ray Ventura, ça vaut mieux que de Martaline, ça vaut mieux que de manger de la mortora. Merci Pierre, c'est de la mortora. Eh oui, de la mortora. On dit mort aux vaches. Quelques marches plus bas, on découvre un deuxième appartement situé en rez-de-jardin. On nous dit que vu l'odeur et la couche de poussière, les lieux n'ont pas dû être aérés ni nettoyés depuis des lustres. 2 chambres, 3 salles de bain, une cuisine, logement discret qui avait été aménagé à l'époque par Bernadette Chirac pour accueillir les amis de la famille. Dans l'une des pièces trône au milieu des raticides un matelas crasseux sur un sommier crasseux avec un drap en boule. Ouais, quand même, ils ont... Non, mais moi, je suis d'accord avec toi, Christine. Je suis persuadée qu'ils ont fait exprès. Mais c'est pas possible. Mais les enfants, ils l'ont fait exprès. Tu peux pas mettre 10 ans de crasse en 15 jours. Exactement. Tu peux nettoyer en une journée, mais tu peux pas salir en une journée. Il faut l'avoir préparé depuis longtemps. Il y avait une salle entière où il y avait que de la crasse qu'ils préparaient à la foutre partout. Eh ben moi, j'appelle ça du journalisme poubelle, parce qu'elle est fouillée dans les débarras des gens, c'est honteux. Mais peut-être. Tu parles d'un débarras 1300 mètres carrés. Mais justement. Quand t'as 13 mètres carrés, t'as un débarras de 50 cm carrés. Quand t'as 1300 mètres carrés, t'as un débarras de 800 mètres carrés. C'est normal. C'est un petit débarras, 800 mètres carrés. Tu joues au basket dedans. Christine, allez-y un peu. Pardon. Non, je vous en prie, les auditeurs sont contents que vous soyez là. Qu'est-ce qu'il y a, Christine? Elle frappe. Christine, vous voulez parler? C'est journal en papier qui me fait rire. Ah oui, de tout à l'heure, c'était un gag extraordinaire, il faut le dire aux auditeurs. J'ai fait un des meilleurs jeux de mots de l'émission. J'ai dit journal en papier et immédiatement, regardez les faits. Mais j'en avais un autre qui était pas mauvais, c'est gobelet en plastique. Qui est très très drôle. Et j'ai eu beaucoup de succès avec gobelet en plastique dans les restaurants, oui, c'est vrai aussi. Et dis donc, Christine, tu t'es pas tapé un peu d'ecstasy? Tu peux tout dire à Mémé, elle ne le dira pas à tes parents. Mais ils sont fous, messieurs, dames. Faites quelque chose, sauvez-moi. Gérard, heureusement que vous êtes presque le seul homme resté sain dans cette équipe. Et moi alors? Oh bah, vous êtes engagé déjà débile. Moi, je suis pour supprimer la drogue le matin, moi. Est-ce qu'il y a un sujet sur lequel vous pourriez être sérieuse, vous pensez? Restez là. Est-ce qu'il y a un sujet sur lequel vous pourriez être sérieuse? Approchez-vous. Elle tape sur la table. Elle tape sur la table. Enfin, Christine, calmez-vous. Pauvre chérie. C'est ce maillot de foot, du flamenco, je sais pas quoi, là. C'est marrant, elle a que 2 jeux de scène. Ou elle tape sur la table, ou elle roule sous la table. Et pourquoi quand tu rentres chez toi, tu fais la gueule immédiatement? C'est pas vrai? Oui, mais c'est ça, d'ailleurs, son mari dit d'elle, gentil au café, dur à la maison. Tu sais où il est, mon mari? Tu sais où il est, mon mari, en ce moment? Autour des Flandres. Non, à Paris-Camembert. C'est quoi, ça paraît qu'à Flandre? T'as déjà une course cyclistique. Et l'autre, attends, je lui dis, mais attends,
Paris Camembert. L'autre, c'est son mari. Ça existe? Non, oui. Non, mais alors. Mais qu'est-ce qu'il dit, l'autre? Mais, alors, il dit, mais Christine, c'est une course mythique. Ça fait 70 ans que ça existe. Et je lui dis, et il y a un connard de coureur qui veut gagner Paris Camembert. Il s'appelle Laurent Brochard. Il a remporté la semi-classique Paris-Camembert, 6e manche de la Coupe de France, courue hier entre Mantes et Vimoutier. Mais c'est pas normal, Paris C'est un ancien champion du monde. Mais enfin, C'est vrai que c'est pas normal. Une fille qui rit à gobelet en plastique rira forcément à Paris Camembert, c'est normal. Franchement, là, on peut pas lui en vouloir, là. Moi, j'ai fait Paris-Brest et c'est pas du gâteau. c'est Brochard qui a gagné. Laurent Brochard. C'est Brochard, toujours Brochard. Moi, Brochard, il était surtout fort dans Marseille-Reblochon. Il était bon. Et là, tout d'un coup, il est passé dans Paris-Camembert. Il est fort comme mec. Mais reconnais que c'est dingue, quoi. Une course qui s'appelle Paris Camembert. Il y a une ville qui s'appelle Beurre-Baguette aussi. Tu sais, il y a une course Paris-Beurre-Baguette. Tu connais quel truc très connu? Et il y a même un département qui s'appelle le Cantal. Vous savez ça, Christine? C'est un supplice. C'est incroyable. C'est un supplice de Cantal. Tu connais? Enfin, on en était au départ, non pas à Paris-Camembert, mais on en était à l'appartement des Tibériers. Pensiez-vous qu'ils avaient fait exprès de Mais laisser... c'était pour un tournage, là, ils ont pas fini. Il y a l'Exorciste 2 qui arrivait, et là, il dit merde, faut se barrer. Alors là, ils ont Est-ce qu'il y a des photos de cet appartement? Ah oui, j'ai des photos. Tenez, regardez, dans le Canard enchaîné aujourd'hui, vous pouvez regarder les Mais les photos. Tibériens n'ont pas de chance. Vous vous rappelez, à l'époque du HLM luxueux de leur fils, Oui. on avait reproché que c'était tellement luxueux, que les peintures étaient refaites. Donc là, du coup, les malheureux, ils ne font plus rien du tout. Et évidemment, ils sont dans l'extrême, ces gens-là. Vous avez vu les photos, Pierre? Ah oui, c'est absolument terrifiant. Oui. Et il y a surtout des cadavres d'enfants. C'est marrant parce que les pauvres et des cadavres d'enfants, tu comprends, mais des riches comme ça. Oh. Dans Libération, on nous apprend que la Vierge apparaît au WC. Quoi? Oui. Ça, je sais pas si vous avez vu ce papier incroyable. Ça se passe au Nigeria et depuis une semaine, donc la mère du Christ vient se pencher tous les soirs à 19h, se percher, pas se pencher, à 19h. Mais c'est la même chose, la mère du Christ ou la Vierge, c'est pareil. Elle vient se percher tous les soirs à 19h sur la fenêtre des toilettes de cette caserne au Nigeria. Alors, qui a vu la Vierge? C'est Christiana Ejembi, qui est l'épouse d'un sous-officier. Elle l'a aperçue pour la première fois jeudi dernier. Depuis, l'apparition aurait transmis à la dame au moins 5 messages, l'exhortant sans beaucoup d'originalité à avoir la foi. Bon, bah ça c'est normal, la Vierge elle descend pour Son travail. pour ça. Sauf que devant l'afflux des centaines de curieux qui se sont précipités sur c'est la base de Saint-Étam, c'est la caserne en question, qui voulaient tous voir la Vierge dans les toilettes, qu'est-ce qu'a dit la Vierge? Elle a dit à Madame Ejembi, celle qui a ses apparitions. Tire la chasse? Non. Dimanche soir, la Madame Yembi en question, la femme du sous-officier, a dit: l'apparition m'a demandé à ce qu'il n'y ait pas plus de 3 personnes à la fois qui se rendent dans les toilettes. Bon, on écoute la Vierge qui descend pour dire ça. Pourquoi cette information passe-t-elle? C'est des gens qui voient la Vierge ou Jésus ou n'importe qui, il y en a des centaines, des milliers. Il y a des phénomènes d'hallucination Mais oui, absolument mais tout dans le temps. les Pourquoi toilettes, mais dans les toilettes, il y en a absolument dans tous les cas de figure. C'est drôle comme les gens ne se doutent que l'hallucination est une des choses les plus répandues sur Terre. C'est vrai? Je sais bien, mais dans entendu, les moi j'ai toilettes, vu des c'est rare. centaines, enfin je crois franchement 100 ou 200 T'as vu personnes, des centaines de vierges. 100 ou 200 personnes Oui, qui ont c'est sa vu spécialité. qui des vierges, qui des lions, qui des... Mais non, mais c'est drôle. Mais en fait, la Vierge apparaît vachement souvent, mais il y a... La Vierge? Elle apparaît beaucoup plus souvent qu'on le croit, mais des fois, il y a personne, c'est pas calculé toujours. Hein. C'est-à-dire? Bah, des fois, par exemple, avec les 35 heures, elle est emmerdée. Elle apparaît à la grotte, et des fois, c'est les heures de fermeture, donc il n'y a plus personne. Non, mais- elle apparaît vachement souvent. Ou elle apparaît dans les toilettes quand c'est pas occupé, des Voilà, conneries quoi. ouais, c'est ça. Mais le boulot de la Vierge, c'est les apparitions. Il y a que ça à foutre aussi. Hein. Ah oui. C'est 2000 ans qu'il y a que ça à faire. apparaître une Arrêtez, fois vous tous les parlez quand même 6 de ans. la mère de Dieu, arrêtez. Dans le Canard enchaîné, on nous apprend que Christine Bravo a signé pour une 4e saison son magazine télé Union Libre, Attends, alors c'est pas un scoop parce que c'est signé depuis 1 an et demi. qu'elle va adapter aux régions. Et elle déclare: je recherche des gens très typés, avec accent, parlant leur langue, le breton, le corse, et eux ajoutent, et peut-être pour faire exploser l'audimat. Alors, c'est vrai ça, Christine? Bah oui, d'ailleurs, je lance un casting parce que Bon, bah, ça, c'est une excellente idée, ça, Christine. Hein. Allô, t'attends, l'autre il veut se caser. Ça fait 3 ans qu'il me dit je veux faire de la télé avec toi. Mais non, je veux pas faire de la télé, je veux coucher avec toi, tu n'as pas compris ça encore. Merde, alors.
C'est pareil, ça revient au même. Ça revient au même. Non mais franchement, vous imaginez le casting de Christine, ça va être formidable. Alors, faisons le casting, on s'inscrit chacun pour une région. Allons-y. Direct, vous commencez. Vous jouez votre propre rôle, Christine, ce qui sera le plus dur à faire. Bon, bonjour Christine. Alors déjà au suivant. Voilà. Et non, je vais voir ma chère. Parce que là, c'est physique, là, le problème. Non, je viens de Grenoble. Bon, Je viens de Val-de-Vélo, je suis à côté de Grenoble. Alors, je peux voir mes chers. ah oui, bon accent grenoblois, il est de Grenoble. C'est vrai. Je peux vous faire Marseille. Bonjour, ça va bien? Oui, ça va. Tu es content? Il dit oui, je vais partir en voyage. Et tu as de la chance. Où tu vas? Il dit je vais à Londres. Et dit putain, là vraiment, tu as de la chance. C'est bien Londres. Il dit oui, mais il y a un petit inconvénient, c'est que je parle pas bien l'anglais. Il dit ça n'a pas d'importance. Si tu parles lentement, là-bas, ils te comprennent. Il dit comment lentement? Oui, très lentement, ils te comprennent, même en français. Le mec, il arrive à Londres, Victoria Station, il rentre dans un bistrot, il dit bonjour. Je désire une bière blonde. Un type lui dit mais vous êtes sûr que vous préférez pas une brune? Parce qu'ici c'est la spécialité. Il dit là je me régale de blonde. Il dit bon, très bien. Il lui sert sa bière, il dit d'où vous êtes? Il dit moi de Marseille. Et vous? Il dit moi aussi. Il dit ça tombe bien, on peut peut-être arrêter de parler l'anglais. Ah, elle est très jolie. Alors vous le prenez au casting. Ah ouais. Alors, voilà. Béni, je le prends. Ouais. Alors allez-y, troisième candidat. Oui, bonjour madame, voilà, excusez-moi de déranger. Je désirais faire de la télévision ou autre. Ouais, il est pris. ouais, Mais quelle région c'est ça? Oh, non, c'est un peu un mélange. C'est le 15e ça, non? Oui, le 15e. Moi, je ne saurais pas. Je pourrais essayer de prendre. Prends l'accent snob, prends l'accent Ouais, snob. je vais essayer, mais je vais passer le pouvoir. Alexandre Nizarou. Ah ben, Christine, tu m'écoutes, je Oui. postule. Ah ben- Vas-y, Coco. Est-ce que je pourrais participer à cette émission? Je crois que je peux prendre l'accent un peu snob, un peu bien élevé. C'est vrai que j'ai pas pensé une Bourges, dis donc. et ça pourrait le faire. Oui, ça peut être une région, la Bourgerie. C'est vrai? Si, franchement. Ouais. Bourgerie. Arletty, une fois, elle a été interviewée par un mec, elle a dit ma mère était blanchisseuse. Et d'ailleurs, on habitait juste au-dessus de Saint-Claude. Il dit mais vous n'étiez pas de Courbevoie? De Courbevoie? Oh, bah, surtout pas. Moi, non, alors vraiment pas. Ah, mais d'où vous êtes? Ah, bah, je suis de Billancourt. Mon frère a vécu à Courbevoie. Il a un de ses accents vulgaires. Allez, on se retrouve après la pub. On va se gêner jusqu'à 18h, toujours avec Christine Bravo, Claude Sarraute, Jean Benguigui, Pierre Bénichou, Jean-François Derek, Raphaël Mesrahi et Gérard Miller. Vous connaissez tous le jeu du Trivial Poursuite, j'imagine. Vous avez joué? Ouais. Vous avez déjà joué, Pierre, vous jouez au Trivial Poursuite? Beaucoup. J'adore ça. Avec les camemberts. J'adore ça, le Trivial Poursuite. Vous êtes fort au Trivial Poursuite? Je croyais être fort et j'ai joué avec des types vraiment forts, puis je me suis aperçu qu'ils apprennent par cœur les réponses. Ils lisent les trucs oui. avant. Et c'est pourquoi ils font maintenant de nouvelles éditions où il y a d'autres questions. Bah, alors justement, il y a une nouvelle édition qui va sortir entièrement consacrée aux arts plastiques. Ah, pas facile ça quand même. Les joueurs pourront tester leurs connaissances en arts plastiques à travers 2000 questions les plus diverses. C'est bien ça, monsieur Didier Jacobet, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes gérant de la société Tilsit qui a développé le jeu Trivial Poursuite. Oui. Arts plastiques donc. Arts plastiques, 2000 questions nouvelles sur Trivial Poursuite entièrement consacrées aux arts. Ouais. Depuis tous les arts lointains, l'art contemporain, l'Antiquité, le Moyen-Âge. C'est pour des gens hyper calés ça, j'imagine. Oh bah non, parce que Trivial Poursuite c'est avant tout un jeu, c'est pas simplement fait pour tester ses connaissances, c'est avant tout fait pour s'amuser. Donc François, on nous donne quelques exemples de questions. Vous allez me donner les réponses, mais avant on va voir si mes copains les ont, les réponses. Je les ai pas moi, là devant les yeux. Alors par exemple, quel est le bras de la Vénus de Milo entièrement manquant? Ah bah ça c'est une très bonne question, je pense que c'est le bras droit. Ah mais c'est pas à vous de répondre, merde. Il fait les questions et les réponses, forcément. À votre avis, vous? Je dirais le bras droit. Le bras droit. Oui, je pense que c'est une bonne réponse. Non mais est-ce que vous ne croyez pas que ça, ce qu'il y a de bien dans le Trivial Poursuite, quand je dis que je suis un adepte du Trivial Poursuite, c'est vrai. On dit que j'ai de belles gambettes, c'est vrai. Non mais je vais vous dire, je trouve ce qui est amusant en Trivial Poursuite, c'est que c'est un peu culture générale, c'est-à-dire que on parle aussi bien de football que de philosophie, que de littérature, que de bagnole, et que chacun peut se rattraper dans le domaine qui est le sien. Ce que vous voulez dire que vous voyez pas l'intérêt d'un jeu spécialisé uniquement dans un domaine. Non, si c'est spécialisé, c'est plus général. Qu'est-ce que vous répondez? On va se gêner jusqu'à 18h, toujours avec Christine Bravo, Claude Sarraute, Raphaël Mesrahi, Jean Benguigui, Gérard Miller, Pierre Bénichou.
et Jean-François Derek. On parlait tout à l'heure, juste avant le journal de 17h30, de Bebel Gilberto qui passe donc à l'Olympia ce soir après avoir déjà cartonné au Bataclan et son album se vend à travers le monde de façon considérable. Restons dans le domaine de la musique avec, on nous annonce le décès de quelqu'un que je connaissais pas, moi. Peut-être ça va vous dire quelque chose. Il s'appelle Joey Ramone. Il est décédé à 49 ans et il faisait partie, paraît-il, du plus célèbre des groupes de rock'n'roll. Les Ramones. Les Ramones. C'est un groupe Ils s'appelaient tous Ramones. Ouais, ils s'appelaient tous Ramones. C'est un groupe qui a initié les Sex Pistols un peu. C'est vrai ça? Ouais. On les a, les Ramones? On disait les Ramones ou les Ramones alors? Ramones, je crois, mais enfin. Les Ramones. Les Ramones. Ramones. Pourquoi les Ramones, Derek? Oui, pourquoi pas. Au pluriel. Ramon. Jeffrey Hyman, c'est son vrai nom, donc leader du groupe et chanteur du groupe Les Ramones ou Les Ramones ou Les Ramones. Vous connaissiez vous? Les Ramones, oui, je connaissais. Ouais. C'est vrai, vraiment? Ouais, non, vraiment. Jamais j'avais entendu parler de ça, de ce groupe jusqu'à aujourd'hui. Bref, il est décédé, on nous dit, il s'est éteint, c'est formidable, il a 49 ans, il s'est éteint dans les bras de sa mère à New York des suites d'un cancer. Ah, c'est une horreur. Bah oui. Quelle horreur. C'est une ville dangereuse. Qu'est-ce que vous êtes con, Ben Guigui? Le groupe Les Ramones ou les Ramones avait été créé en 74 dans le Queens, qui est un des quartiers de New York. C'est pas très chic. Hein. Comment ça, c'est pas très chic? Des pauvres dans le Queens. Ah bah, oui, mais bon, voilà. Ils avaient lancé un son unique fait d'un mur de guitare saturée au service de chansons néo-60s et ils ont effectivement, paraît-il, influencé des groupes comme Nirvana ou Sex Pistols. Bon, bah voilà, hommage au leader du groupe Les Ramones ou les Ramones. Je suis surpris que vous connaissiez pas ça, Bénichou. Mais non, je connaissais pas les Ramones. Je connaissais Ramon Mandizabal et son orchestre typique. Il y avait deux orchestres. Il y avait d'un côté, il y avait Maxime Sori pour le truc Boogie Boogie. Avec Claude Luther. Et puis de l'autre côté, Maxime Sori, c'est pas avec Claude Luther, c'est son concurrent. Non, mais ils ont joué ensemble beaucoup. Très peu. Et de l'autre côté, pour le tropical, il y avait Ramon Mandizabal. Il faisait Mambo. Mambo, d'où sont venus toutes les autres trucs, genre samba, genre machin. Mambo, c'était, tu vois. Salsa, c'est Mambo. Mambo. Ouh. Et je connais très bien sa fille à Maxime Sori, donc bon, ça va. Hein. C'est vrai, elle joue la batterie avec les Rumba Nana. Ah oui? Ouais. Il n'y avait pas un fils qui s'appelait William? Ah oui. Ah d'accord. Très bien conservé. Moi, je l'ai vu passer en boîte. Et il avait un autre fils qui s'appelait Ayam aussi. Ah oui? Ayam Sori, tu sais pas. Ça c'est mieux, Je Bénichou. suis désolé, mais elle est bonne quand même. Un groupe marseillais de rap, I Am Sorry, oui, très bien. Restons dans la musique avec un nouvel album dont on parle beaucoup dans la presse ces jours-ci. Libération lui a consacré toute une page le week-end dernier. Et puis Le Parisien aussi. C'est Louis Chédid qui publie son 14e album aux airs de vacances et d'enfance, titre Libé. Un album qui s'appelle Book Bel Air. Et Louis Chédid est au téléphone. Bonjour. Bonjour Laurent. Vous allez bien? Ça va et vous? Parfaitement. On est ravis d'annoncer la naissance de ce 14e album qui sort, je crois, aujourd'hui. Hein, oui, aujourd'hui, oui. Aujourd'hui dans les bacs. Ça vous va quand Libé titre un album aux airs de vacances et d'enfance? Bah écoutez, oui, ça me semble plutôt positif, oui. Bon. On y ressent, dit Le Parisien, une légèreté, un air de rien saisissant qui ne doit en rien à l'air du temps. C'est vrai que généralement vous ne suivez pas les modes, Louis Chédid. Bah, vous savez, c'est la meilleure façon de se démoder, donc oui, j'essaie d'éviter ça, oui. Bon. Vous connaissez Louis Chédid, évidemment, Gérard Miller. Oui, bien sûr. Vous avez écouté le nouvel album? Non, je l'ai pas encore écouté. Vous voulez en entendre un avant-goût? J'aimerais bien, oui. Quel single, quelle chanson avez-vous choisi sur l'album Louis Chédid? La première chanson, c'est Chaque jour est une vie, c'est la première chanson de l'album, en fait. On en écoute un extrait, on se retrouve tout de suite après. Comme de Louis Chédid, Jean Benguigui veut intervenir tout de suite. Bonjour Louis. Les gens. Tu vas bien mon grand? Ah, je savais pas que t'étais là. Eh ben écoute, voilà, je suis là. Comme je savais que t'allais téléphoner, j'ai longtemps que je t'avais pas eu au téléphone. Ah, bah J'ai profité de l'occasion. Avec un seul jeton, tu vois, on peut faire plein de trucs. Tu vas bien? Ouais. Bon, salut, écoutez. Non, j'ai écouté, moi, plusieurs morceaux qui sont passés à la radio. Ouais. Je trouve ça vraiment très bien et je suis absolument ravi. Et j'attends ton disque. Voilà. Ah, bah, ouais. Et moi, je voudrais juste. Tu peux Moi, je l'acheter, m'appelle quand même. Claude Sarraute et je voulais juste te dire que j'admire beaucoup ta mère. Ah, formidable. Et son dernier bouquin est formidable. Personne pour le fils? Dis donc. Jean-François Louis, Derek. alors, j'ai pas le téléphone. Donc, est-ce que tu peux appeler ma femme pour lui dire que je serai en retard à midi?
Merci. Moi, j'aime beaucoup vos chansons. Je vous connais pas. D'ailleurs, c'est pour ça que je vous téléphone pas. Et j'aime beaucoup, surtout Banal Song, que j'ai adoré. Ah ouais. J'aime beaucoup T'as beau pas être beau, tout ça. Et j'ai été content parce qu'on a toujours l'impression des chanteurs qui, comme vous, volontairement, je crois, se font rares et qu'on entend rarement. On se dit, ils doivent vivre dans une sorte de dénuement, surtout que vous en remettez avec le côté parasé, machin, j'en ai rien à foutre de rien et tout. On dit le pauvre comme ça. Ah bon? Et puis j'ai vu un reportage sur vous dans Paris Match. Quel appartement! Ah bon? Putain! Vous avez vu en Paris Match? Et je vais vous dire un Vous truc. devez confondre avec quelqu'un d'autre. Alors. Mais Louis, Non, mais vous voyez mon appartement. Je vis dans un dénuement absolu. Non, je déconne. Mais Ah, quel dépanneur, Louis Chédid. mais non, mais dans Paris Match, ça m'étonnerait. Bon, en tout cas, des balades acoustiques. Alors là, j'imagine que après. Vous l'avez écouté ou? Ah ben non, j'ai pas tout écouté encore. Ah. J'ai écouté quelques chansons justement chez Did, et je me dis que est-ce que je commets une erreur, mais suite au succès d'Henri Salvador, ça donne beaucoup d'espoir à de nombreux chanteurs qui se disent tiens, mais non mais franchement, qui se disent tiens, ça peut encore marcher ces albums-là, parce qu'il y a un moment, il faut bien dire, ce genre d'album, et vous, ce genre de chanteur, vous aviez un peu disparu de la circulation, ou en tout cas, vous sortiez des albums qui marchaient moins ou qui ne marchaient pas. Vrai ou faux? Oui, absolument. L'album précédent n'a pas très bien marché. vous avez quand même 33 ans de moins qu'Henri Salvador, une vie de Christ, quand même. Oui, donc j'ai un peu de temps devant moi. Non mais sérieusement, ça donne beaucoup d'espoir de voir ça. Oui, enfin, je crois que ce qui donne beaucoup d'espoir, si vous voulez, c'est de faire de bons disques, quoi. C'est pas tellement. Je pense que Salvador a fait un disque qui correspondait complètement à ce que les gens attendaient au moment où il est sorti, quoi. C'est ça. Je crois qu'un artiste, il a énormément de choses en lui, etc. Et puis parfois, il arrive à exprimer des choses qui sont bien, mais qui rencontrent pas le public, comme on dit. Et puis d'autres fois, il exprime des choses qui rencontrent le public, quoi. C'est un peu comme ça. Vous savez, sur une carrière longue, en fait, je crois qu'il y a des hauts, des bas, et que ça fait partie un peu du jeu, quoi. Raphaël Mesrahi, le spécialiste de la chanson autour de cette table. Louis Chédid, bonjour, c'est Raphaël Mesrahi qui s'adresse à vous. Ouais. Voilà. Et voilà. Non, je vais vous parler. Accroche-toi, Louis. Non, mais je vais dire un truc. Non, mais hyper sincère, Louis, je vous connais pas, mais j'ai à peu près 8 ou 9 albums de vous. C'est pas vrai, sur 14, c'est pas mal. Non, c'est vrai. Et vous m'avez permis de survivre vraiment à une époque où j'étais pas très bien dans ma vie. C'est pas vrai. Si, vraiment. Et j'ai écouté tout Louis Chédid et merci Louis, c'est tout. Pas très bien, alors c'est dit. Christine Bravo, vous avez Oui, moi j'adore. Attends. Mais je suis une grande fan de sa maman. Ah oui? Tu vois, j'ai lu absolument tous les bouquins de sa mère que j'adore, et c'est vrai que c'est une famille. Attends, c'est quand même incroyable cette famille. Il y avait un nid. Qu'est-ce qui s'est passé là? Il y a la mère. Je sais pas. Ça doit être un problème génétique. Je sais pas comment ça. J'appelle pas ça un problème. Mais c'est vrai que j'imagine. Enfin, moi, je sais que quand j'étais enfant, de voir ma mère écrire à sa table de travail et de me dire, mais quel pied ça devait être de se lever le matin et d'être libre, quoi, de pas aller au bureau. Et enfin, j'avais plein de copains qui avaient des parents très différents, c'est-à-dire qu'il y avait des parents qui allaient au bureau, qui bossaient dans des entreprises, des choses comme ça. Et finalement, je crois que c'est ça qu'on transmet, c'est-à-dire que c'est une espèce d'envie de vivre autrement, quoi. Est-ce que ça vous énerve en revanche, puisque bon, alors là, on a eu l'occasion de parler de votre maman grâce à Claude Sarraute et Christine Bravo, mais aussi qu'on vous parle tout le temps maintenant de votre fils, M, Mathieu Chédid, qui lui aussi s'inscrit sur la scène musicale aujourd'hui avec et pas qu'un peu. Alors ça vous fait plaisir aussi? Bien sûr, je trouve que c'est un juste retour des choses, parce qu'au début, quand il a commencé, on n'arrête pas de lui parler de moi, et que maintenant, on me parle de lui, je trouve ça très bien. Est-ce qu'il vend plus que vous? Ah oui, absolument. On vous remercie, Louis Chédid. On se quitte avec le refrain de la chanson single À bientôt, Louis. de l'album. C'est parti. À bientôt. Chaque jour est une vie. Chaque jour est une vie. Pas une minute à perdre, pas une seconde. Chaque jour est une vie. Chaque jour est une vie. Chaque jour est une vie. On va du pays courir le monde. Chaque jour est une vie. C'est un tube, vous dites? C'est un tube. Ouais. Je suis sûr que c'est un tube. Ouais. On va l'entendre ça. On va s'en gaver. On va la détester dans pas longtemps, cette chanson. Ça s'appelle comment, déjà? On l'aime. Chaque jour est une vie. Vous croyez que c'est vrai? Oui, moi je trouve qu'elle a raison, Christine. Ça, c'est très. Non, mais sur le thème de la chanson, est-ce que vous pensez que c'est vrai que chaque jour est une vie? Bah oui, Ouais. il faut prendre la vie comme ça. Il faut se dire que chaque jour est une vie, que demain il pourrait pas y avoir un autre jour. Ouais. Sauf pour les papillons, où chaque vie est un jour. Dans les éphémères. Les éphémères, oui. Ah oui. Quand on était à San Francisco ensemble, d'ailleurs. Oui, chérie. Oui. On était passé devant un jardin. Et il y avait une phrase qui nous avait marqué. J'ai essayé de la retrouver, qui était « Aujourd'hui est le premier jour du restant de ta vie », un truc comme ça. Exact. Et ça nous avait scotché. Oui. Aujourd'hui est le premier jour du reste de ta vie. Et en anglais, c'est vous dire qu'on a mis du temps.
Allez, on se retrouve après la pub. Pas se gêner jusqu'à 18h, toujours avec Claude Sarraute, Christine Bravo, Pierre Bénichou, Gérard Miller, Jean Benguigui, Raphaël Mesrahi et Jean-François Derek. Tiens, parlons un peu de football, si vous le voulez bien. Bernard Tapie a déjà signé son retour à Marseille, puisque ça y est, Marseille a gagné contre Sedan samedi soir. Ah, vous pouviez gloser 2-1. Mon cher Benguigui, Tapie fait gagner Marseille. Bah, il a toujours fait gagner Marseille. Valenciennes aussi, ils avaient gagné. Je suis en train de dire le score 2-1. Il a payé, qu'est-ce que ça veut dire ça? Bien sûr qu'il a payé. Il a payé, qu'est-ce que ça veut dire? Il a payé pour gagner? Non, il a payé sa tête. Il y en a marre de lui répéter ça sans arrêt. D'ailleurs, il n'était pas content à Téléfoot, paraît-il, dimanche. Il a rien dit, c'était invraisemblable. Vous avez regardé? Bah, disons, c'est ma femme qui m'a raconté, mais parce qu'elle a C'est votre zappé. femme qui regarde Téléfoot Non, maintenant. parce qu'elle a zappé, et pour qu'elle s'arrête sur Téléfoot, ça devait être vraiment quelque chose. Exactement. Il paraît qu'il était invité donc de Téléfoot dimanche. Retour plateau après un sujet sur Bernard Tapie et sur l'Olympique de Marseille. Un sujet fait donc par les journalistes de TF1 qui rappelait effectivement toutes les tricheries, les passeports bidons, les trophées, les triomphes, mais aussi les bides de Bernard Tapie. Et là, Tapie fait donc la tronche sur le plateau après le sujet. C'est David Dufresne dans Libération qui racontait ça hier. Tapie qui dit que s'il avait su, il ne serait pas venu. Il n'aurait pas venu. Voilà, comme disait le petit Gibus dans La guerre des boutons. Et il dit, à chaque question que lui posait Thierry Roland et les autres journalistes, il répondait, je ne sais pas. C'est ça, ouais. Je ne sais pas. Mais Je ne sais pas. Moi, je l'ai vu. Vous l'avez vu? Je l'ai vu parce que je suis tombé dessus en vacances. Vous regardez Téléfoot? Non, mais j'étais en vacances dans un hôtel et donc j'ai Ou regardé. alors vous couchez avec la femme de Mesrahi. Absolument pas. Mais Israël vient de répondre à la question pourquoi Tapie? Oui. Parce que même une femme regarde du football quand il y a Tapie. Ah oui, Et peut-être. moi, Voilà, c'est ça. je suis Et même Gérard tombé Miller. dessus et je suis resté parce que c'est vrai que de le voir buter, ne voulant pas répondre à ce qu'il considérait être des piégeurs, c'était assez impressionnant. Il vient dans une émission de football. Or, on lui parle pas de football et on lui reparle ce qui est interdit d'une affaire classée. Et il a raison de dire merde. Mais moi, il y a un truc que je comprends pas avec Tapie, c'est que là, maintenant, on dit, oh, mais il a payé sa dette. Bon. Et alors avant, quand il était dans les affaires, il disait qu'il avait rien fait. Donc, alors, comment il peut avoir payé une dette pour quelque chose qu'il n'a pas fait? Donc, il est passé de stade de mec qui a rien fait à mec qui a payé sa dette. Mais il n'est jamais passé au stade de mec qui a fait quelque chose. Derek a raison. C'est pas mal vu ça, faut bien avouer. Hein. Allez, je reviens à un sujet triste, alors qu'on a toujours du mal à aborder ici, parce que les gens qui nous écoutent dans la Somme, évidemment, sont toujours les pieds dans l'eau. On voit des images incroyables, des images télé, parce que ça ne baisse pas, faut le dire. Saturé par des mois de précipitations exceptionnelles, les réserves souterraines, qui jouent d'ordinaire un rôle régulateur, nous dit-on, débordent. Donc le sol est gorgé d'eau là-bas, le niveau ne baisse pas. Et Libé titrait encore hier, en somme, l'eau et la rumeur stagnent, la fameuse rumeur qui continue à courir, comme quoi les Parisiens auraient en gros inondé le département de la Somme, les villes d'Abbeville, aussi Amiens, parce qu'on parle pas suffisamment d'Amiens. C'est vrai. Est-ce que le stade de la Licorne est inondé? Parce que quand même la demi-finale c'est samedi. Et ça serait bien qu'on joue quand même. Non, mais Il paraît qu'il y en a jusqu'en juin, tellement les nappes c'est triste, phréatiques, comme non, vient de le dire Laurent, c'est sont triste. imprégnées. Il y a deux dessins dans Canard enchaîné quand même assez drôles sur ce sujet, la rumeur de la Somme, et on voit quelqu'un d'Abbeville qui sort sur une planche dans la rue inondée et qui dit « Ça, c'est de l'eau de la Seine, j'en suis sûr. La preuve, Chirac ne s'y baigne pas. » Ça, c'est pas mal. Et puis, les experts qui tordent le cou à la rumeur, selon le Fred Touron, toujours dans le Canard enchaîné. Et là, on voit Chirac qui dit à un habitant de la Somme « Écoutez, la ville de Paris peut détourner de l'argent vers le RPR, mais pas de l'eau vers la Somme. » C'est joli. Non, mais cette rumeur est née et a prospéré parce que nous vivons, et c'est exactement comme pour l'affaire Tapie, après avoir été sous la puissance des tricheurs, on est dans l'ère des procureurs. Maintenant, chaque fois, il faut qu'il y ait un coupable, il faut qu'il y ait quelqu'un qu'on désigne à la vindicte. On est arrivé, grâce à l'investigation et autres conneries, on est arrivé à une république de flics. Et moi, ça me dégoûte. Non, mais je veux dire, c'est assez logique. C'est-à-dire que les représentants de l'État essayent tant bien que mal de démentir les rumeurs, les experts, mais dès que tu es un élu, dès que tu es en effet au contact régulier des gens, tu ne peux pas absolument démentir la rumeur, sinon tu te fais virer. Mais d'ailleurs, immédiatement. c'est Monsieur de terrible. Robien, le maire d'Amiens, a demandé une commission d'enquête. Oui. C'est quand même invraisemblable. Maintenant, quand il va neiger, on va dire, c'est les absolument- Alpes. Non, mais c'est Qui nous incroyable. envoient leur neige. Non, mais c'est n'importe quoi. Gérard, vous, qu'est-ce que vous en pensez alors? Je trouve que, contrairement à ce qu'a dit Bénichou, ça fait très longtemps que les peuples réclament des boucs émissaires. C'est une vieille histoire que celle d'avoir des coupables lorsqu'on est dépassé par les événements, mon petit Pierre. On allait même jusqu'au sacrifice dans le Mais temps. bien entendu, qu'est-ce que c'était que les sacrifices des C'était ça. vierges, la sacrifice des innocents? C'était justement, on n'allait pas chercher les coupables lorsqu'il fallait justement fustiger des gens. On allait chercher des innocents. On était sûr que comme ça, les dieux se calmeraient. On en prend que des innocents?
très souvent. Ah, bon, bah alors j'ai de beaux jours devant moi encore. Allez, on quitte ce sujet pour un petit article incroyable, un petit rectificatif étonnant dans le Parisien aujourd'hui. Je vous lis la précision, ils appellent ça précision. À la suite d'une erreur de photo illustrant notre article, le sosie de Michel Sardou arrêté pour escroquerie, publié dans nos éditions du 7 avril, Monsieur Serge Cardu, qui a effectivement participé à l'émission Qui est qui du 9 décembre 99 en qualité de sosie de Michel Sardou, nous demande de préciser qu'il n'a rien à voir avec les actes d'escroquerie reprochés à Monsieur Luc Michel, autre sosie de Michel Sardou, et qui n'a jamais commis de tels actes. Maintenant, tu peux même plus être Michel Sardou maintenant. Il y a un sosie de Michel Sardou qui se fait passer pour le vrai sosie. Non, mais c'est Si extraordinaire. ça se trouve, c'est Michel Sardou le vrai sosie. Oui, en fait. mais oui. Parce que si on lui dit, prouvez-le que vous n'êtes pas le faux sosie. Oui. Comment tu fais? Comment tu fais? Bah, tu chantes. C'est surréaliste quand même. C'est très chiant, moi j'ai un sosie, sans déconner. Et ça, hein C'est pour de vrai? Pauvre chérie, c'est vrai. moi. Si, pour de vrai. Et c'est un mec, il est nul, il n'arrive pas de se planter avec les nanettes. Ouais. Alors l'autre jour, j'en vois une dans la rue, il me dit, dis donc, c'était pas fameux hier. J'ai dit, c'est pas moi, c'était mon sosie. Ça marche pas. Après, ma femme, elle me voit un cheveu sur ma veste. Elle me dit, c'est quoi? C'est une chemise Un veste. cheveu blanc, un cheveu sur ma veste. Bon. Un cheveu blanc, d'habitude, ça vient d'une blonde. Bah oui, je lui dis, elle me dit, c'est quoi ça? Ah, je dis, non, c'est pas moi, là, c'est mon sosie qui est là. Elle me croyait pas non plus. Hein. Oh, tu connais cette histoire qui a 100 ans. Tu nous Et racontes, qui est hein. de l'Almanach Vermeau. Allez-y. Mais que je trouve formidable. C'est un mec, une femme très jalouse. Alors, un jour, il arrive, il a un cheveu blond sur sa veste. Elle dit, tu me trompes avec une blonde, salopard. Il dit, mais non, chérie, tu es blonde, toi aussi. Le lendemain, il arrive, il a un cheveu noir. Et là, tu peux pas dire, c'est une brune. T'avais un cheveu noir sur ta veste, tu me trompes avec une brune. Et le troisième jour, il a rien, il fait attention, il s'époussette bien. Et il dit, avec des chauves, maintenant. Ça, c'est Christine Bravo. C'est la jalousie, la belle définition de la jalousie. Ah, non oui, elle est pas mal. Je voudrais pas qu'on se quitte sans dire un mot de Valérie Mérès que vous pourrez voir ce soir. Oh, je l'adorais, moi. Qu'est-ce qu'elle est devenue? Eh bien, elle est comédienne, Valérie, vous le savez, Non. évidemment. Et elle joue ce soir dans un superbe téléfilm d'une série, une collection même, que propose M6 régulièrement. La collection s'appelle Combat de femmes. C'est coproduit par Kappa Drama. Et le réalisateur du téléfilm de ce soir est Lucas Belvaux. C'est l'histoire d'une femme qui est mère d'un garçon qui se drogue. D'ailleurs, le téléfilm de ce soir s'appelle Mère de Toxico. Et la mère du Toxico de ce soir, c'est Valérie Mérès, qui paraît-il est formidable. C'est ce qu'on lit partout, en tout cas. Qui a un rôle dramatique. On peut même lire dans la presse ce matin que 20 ans, il a fallu à peu près 20 ans pour que Valérie Mérès puisse enlever son étiquette de cruche rigolote et sexy, tendance Marilyn des Faubourgs. Moi, j'ai tourné avec elle. Vraiment, c'est une très très bonne actrice. Elle n'est pas simplement la cruche qui fait rire Pas tout le monde comme simplement. ça. Pas simplement. En tout cas, ce soir, paraît-il, elle est formidable dans Mère de Toxico. C'est un téléfilm de la série Combat de femmes. C'est à 20h50 sur M6. J'y serai. C'était normal de soutenir une copine. Alors, puisque on parle de soutenir des spectacles ou des films, moi je vous ai écouté, Laurent. Vous aviez parlé une fois d'une pièce, vous aviez ni donné le nom de l'acteur, ni donné le titre de la pièce, ni donné l'endroit. C'est vrai. J'ai quand même trouvé. C'est à l'espace Confluence. Exact. C'est une pièce très très drôle, un one-man show sur le collège, sur ce qui se passe dans le collège. C'est là où vous aviez raconté qu'on était mis en le mec qui rang fait pour tous les rentrer. rôles. Et ça s'appelle Marie-Alexandre allume le collège. Alors c'est une nouvelle salle à la limite du 11e et du 20e arrondissement, l'espace Confluence. Et c'est vrai que c'est très drôle. Il faut y aller. On n'a pas toutes nos Je vaccinations pour te aller. signale que c'est l'Est formidable de Paris. Non mais c'est incroyable. Pour aller dans le 11e, vous entendez ce qu'elle On dit? est à la limite du 11e ou du 20e, il faut y aller armé, non? Boulevard de Charonne. Vous savez que c'est vraiment les trucs de ce métier. Il n'y a pas si longtemps que ça, Gérard. On peut raconter, c'est Thierry Ardisson, le producteur de notre émission, on a tout essayé. On était en réunion tout près de Bastille, à l'Espace Quiron. L'Espace Quiron est un lieu culturel du 11e arrondissement. Absolument, juste à côté, et on était en Père réunion, Lachaise. c'était en tout début d'année. Et à la fin de la réunion, il y a Thierry Ardisson qui a dit, il y a quelqu'un qui me ramène sur Paris. Je trouve ça formidable. Christine, vous rentrez chez vous là? Ouais. Tu rentres à Paris? C'est bon de déposer. Allez, on vous embrasse. On se dit à demain 16h30. À demain.